Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire où nous allons parler IA washing et formation, comment détecter le vrai du faux, dans tout ce qui se dit là sur l'IA dans le domaine de la formation, avec l'idée c'est bien sûr de mieux former vos collaborateurs. Voilà, on va peut-être attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Je vois que là, ça arrive. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis accompagné de Lauriane, qui est directrice projet chez nous, chez Inokufu, qui va aussi participer à ce webinaire et notamment pour vous montrer nos intégrations de toutes ces fonctionnalités IA dans un LMS, Totara. Et je me présente aussi moi-même, Matt Sonati, je suis le CEO, cofondateur de Inokufu. Donc Inokufu, nous sommes une entreprise EdTech spécialisée dans le développement de plateformes d'apprentissage et qui intègre de l'IA et en particulier des traitements de données qui permettent d'avoir des données de qualité. Parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais je dis souvent, il n'y a pas d'IA sans data, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de bonne IA sans données de bonne qualité. Il faut vraiment avoir les deux pour tirer le meilleur parti de toutes ces fantastiques fonctionnalités que nous offre IA. Voilà. Bon, je vois qu'on est déjà une vingtaine. Je vous propose de commencer. Puis les retards arriveront en cours. Alors, petit sommaire. On va parler un peu des effets de mode. En particulier un effet de mode un peu historique qui a un lien avec ce qui se passe actuellement dans l'IA. Ensuite, on parlera un peu de la différence entre les deux grands types, les deux grandes catégories d'IA qu'on retrouve dans l'éducation et la formation, à savoir les IA génératives et les IA adaptatives. Bien différencier les deux, parce que l'IA, c'est souvent un gros sac, on y met tout dedans, et c'est cool, mais on ne comprend pas bien à quoi ça sert, pourquoi. Voilà, donc on va essayer de vous donner un peu les éléments pour comprendre et différencier les différentes catégories d'IA. Ensuite, on va parler IA superficielle, IA profonde. L'idée, c'est est-ce que c'est juste de l'IA avec une couche assez basique, juste pour dire qu'il y a d'IA, ou est-ce que l'IA a été pensée dans la plateforme pour vraiment donner le meilleur que ça peut donner pour les apprenants, pour les formateurs, les créateurs de ressources pédagogiques. On fera ensuite un exemple assez concret de l'utilisation de l'IA, de toutes ces fonctionnalités IA, ces différentes fonctionnalités IA dans le LMS qu'on connaît le mieux, qui s'appelle Totara. Et ensuite, on aura une session de questions-réponses, donc n'hésitez pas tout au long de la présentation à bien poser vos questions dans le chat. Vous avez sur le côté droit un petit chat. Vous pouvez y poser vos questions. Dès qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou dès que ça vous évoque une situation que vous avez dans votre organisation, partagez-le, comme ça permettra d'avoir quelque chose d'assez interactif et d'être dans l'échange, et pas que dans le descendant. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet, mais pas de suite dans l'IA. Voilà, je voulais vous parler de quelque chose qui m'avait fait beaucoup sourire, même si malheureusement ça peut avoir des conséquences. C'était la mode des composés radioactifs dans les cosmétiques. Donc vous savez, Marie et Pierre Curie ont découvert la radioactivité à la fin du 19e siècle, et ils ont et du coup, il y a toute une mode, notamment dans des marques de cosmétiques, d'intégrer du radium dans les crèmes. Alors effectivement, le radium, la radioactivité, on a un effet de... Donc on peut générer ça génère de la chaleur, ou voire même de la lumière. Donc il y avait le lien à dire, voilà, si on en met dans une cosmétique, vous allez irradier de beauté, ainsi de suite. Voilà.
Alors, c'était au mieux fake, c'est-à-dire que les composés n'étaient pas réellement radioactifs, et c'était juste pour vendre. C'est un argument marketing, mais qui n'était pas un effet actif, et j'ai envie de dire heureusement. Mais il y en a certains qui ont on a mis quand même des composés un peu radioactifs, et ça a pu avoir bien des conséquences, hein, créer des brûlures de la peau, ainsi de suite. Notre exemple aussi qui avait été malheureux de la méconnaissance de tout ça, c'est que dans les montres, notamment des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale, pour peindre les petits chiffres, les barres des chiffres dans les montres pour qu'on puisse les voir, hein, pour que les pilotes puissent le voir dans la nuit, on utilisait des composés radioactifs qui étaient déposés sous forme de peinture, et les opératrices qui peignaient ces petits signes léchaient le pinceau et donc été irradiés de cette manière. Voilà. Donc il faut faire attention, hein, ça ne veut pas dire non plus que la radioactivité, ça n'a pas créé des choses fantastiques, hein, ça a permis de faire les rayons X, ça a permis l'électricité nucléaire, ainsi de suite. Donc bien utilisé, c'est intéressant et c'est source de progrès, mais ça peut être aussi source d'effets de mode, voire pire, de mauvais usages. Bon. Dans l'IA, malheureusement, c'est un peu pareil. Et nous, on est un peu j'avoue que c'est pas trop nos valeurs de vraiment mettre en avant le côté marketing, mais c'est vrai que là, on a vu de nombreux fournisseurs de LMS, on va en voir quelques-uns, rajouter le mot IA partout, et on peut se poser la question de oui, mais pourquoi, comment? C'est pas parce qu'il y a de l'IA que ça fait vraiment la plateforme est plus innovante qu'avant. Voilà, donc on va essayer d'aller un peu plus dans le détail. Donc juste, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'aime pas parler de manière négative, mais je vais vous montrer quelques slogans quand même que reprennent certains des fournisseurs LMS. Voilà, donc on a clairement une mode de l'IA actuellement dans les LMS. Alors voilà, vous voyez, ça c'est la page d'accueil d'un LMS qui dit que c'est la seule plateforme de formation qui allie la puissance de l'IA au pouvoir d'apprentissage collaboratif. Alors, vu que tout le monde en parle, dire que c'est la seule, c'est compliqué. L'apprentissage collaboratif, c'est quand même issu de la vague donc des fonctionnalités type LXP des 5 dernières années. Donc, à peu près tous les LMS du marché en intègrent. Voilà, donc on est purement dans les effets d'annonce. Sur celui-là, voilà, on parle de la Workforce Agility grâce à l'IA. Ok. Alors déjà, quand on parle de l'IA en général, c'est compliqué parce que l'IA, c'est plus une famille. Et puis dans cette famille d'IA, il y a des choses qui existent depuis des cinquantaines d'années. Donc en gros, il n'y a pas vraiment de nouveauté, quoi. À ce niveau-là, tout le monde peut parler, tout logiciel peut dire qu'il a de l'IA. C'est pas spécifique aux nouvelles technologies qui ont été développées. Alors ici, il y a ce que j'aime bien dans cette approche-là, c'est de dire IA is not an add-on. Donc l'IA, c'est pas juste quelque chose qu'on ajoute, donc c'est pas juste quelque chose de superficiel, c'est quelque chose qui doit être intégré dans le produit. Voilà. Ceci dit, voilà, on voit encore qu'on ne sait pas trop de quoi on parle, quel type d'IA, quelle technologie, pourquoi faire. Voilà, ça reste juste de l'effet de mode. Allez, un dernier pour la route. Donc celle-là, on a donc une plateforme de formation tout en un qui s'adapte à vous. Donc là, c'est intéressant, on voit le côté adapté. Donc on imagine qu'il va y avoir de l'adaptatif. Et alors là, donc l'IA pour accélérer le time to skill. Alors voilà, c'est un concept qu'ils inventent, pourquoi pas. Mais du coup, pareil, toujours les questions de quel type d'IA, pourquoi faire, comment. Voilà. Bon, si on prend un peu du recul et on va comprendre un peu pourquoi tous les LMS actuellement parlent d'IA, c'est que on est dans une étape où les LMS, ils ont besoin de se renouveler. Vous connaissez la courbe de cycle de vie des produits.
Donc, on a au démarrage une innovation, donc il y a 20 ans, avec l'essor de l'informatique, d'Internet, du e-learning, se développent les premiers LMS. Et à l'époque, c'est fantastique. Donc, rien que de pouvoir faire des cours à distance en ligne, même s'ils ne sont pas encore très collaboratifs et pas très interactifs, c'est déjà quelque chose de nouveau et d'innovant. Il y a à peu près une dizaine d'années, les LMS ont à peu près toutes les fonctionnalités classiques pour faire du e-learning. Et là, se pose un peu les questions de c'est quoi la prochaine vague. Et bien sûr, on était à l'époque la montée en puissance des réseaux sociaux. Donc, on se dit comment intégrer des fonctionnalités des réseaux sociaux dans les LMS pour avoir des apprentissages plus collaboratifs, faire interagir les apprenants, l'apprentissage entre pairs. Donc là, on a eu la mode des LXP qui ont apparu en tant que plateforme, on va dire, séparée, puis qui, au fur et à mesure, parce qu'on ne voyait pas trop l'intérêt d'avoir un LMS d'un côté et un LXP, ont fusionné. Et du coup, maintenant, la plupart des LMS intègrent, ont absorbé, ont soit racheté des fournisseurs de LXP, ont soit développé les fonctionnalités XP au sein de leur LMS pour avoir du collaboratif. Et là, on arrive au bout un petit peu de ce qui était faisable. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape? Et bien, vous vous rappelez tous, en novembre 2022, on découvre tous ChatGPT, ces nouveaux modèles IA qui permettent de générer du texte. On leur envoie des instructions, un prompt, et ça génère du texte. Et donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe maintenant. On est à ce niveau-là, sachant que pour moi, ce n'est pas quelque chose qui relance le LMS. C'est vraiment quelque chose qui s'intègre, et notamment qui s'intègre de manière superficielle. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de produits qui actuellement sont juste une intégration. Le LMS n'utilise pas l'IA de manière profonde dans toute son architecture. Et ça va arriver, enfin c'est en cours d'arriver. Certains prennent ce chemin, c'est ce que nous, avec Inokufu, on prend comme chemin, même si c'est un chemin peut-être un peu plus long, mais d'intégrer de manière plus profonde et d'avoir ce qui sera le prochain relais, l'intégration des agents IA. On en parlera rapidement à la fin. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà des questions sur ces aspects-là, de les poser dans le chat, et on essaiera de répondre à tout ça à la fin. Alors, on va rentrer dans la première différenciation à faire, c'est quel type d'IA. Est-ce que c'est des IA génératives? Est-ce que le LMS, il a des fonctionnalités d'IA adaptatives? Ou est-ce que le LMS, il a les deux types de fonctionnalités? Alors là, je vous ai mis pour un peu vous centrer, puisque une fois de plus, l'intelligence artificielle, c'est un très grand domaine. Dans ce domaine-là, il y a plein de systèmes. Il faut voir qu'un moteur de recherche à la Google, c'est en soi, à l'époque, c'était déjà considéré comme de l'intelligence artificielle. Alors que ça n'utilisait pas forcément les mêmes techniques, mais c'était de l'intelligence artificielle. Si on remonte même les premières calculatrices, on peut considérer que c'était l'intelligence artificielle, puisque ça avait de l'apparence d'intelligence, mais c'était fait par une machine. L'intelligence artificielle, pour moi, la définition la plus simple, c'est que c'est une machine qui a un comportement qui semble intelligent. Donc à partir de là, on peut mettre n'importe quoi là-dedans, on peut même potentiellement mettre toute l'informatique dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, finalement, elle est dépendante de l'avancée dans le temps. Plus on avance dans le temps, plus on sort certaines technologies de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour garder que les nouvelles technologies. Dans cette grosse famille d'intelligence artificielle, on a notamment une technologie qui s'appelle le machine learning. Donc, ça veut dire l'apprentissage machine. En français, l'apprentissage automatique. C'est une méthode qui permet, au lieu de créer des algorithmes, ou de créer des réseaux des interactions de données pensées par un humain, c'est une méthode qui permet d'entraîner
Donc, on n'appelle pas ça un algorithme, on appelle ça un modèle. Donc, entraîner un modèle en lui donnant des données. Et à partir des données, il va en extraire certains comportements statistiques, certaines relations entre ces données, et de manière pas encore totalement compréhensible, il va pouvoir réutiliser ce qu'il a appris pour résoudre des nouveaux problèmes. Et dans cette famille des machine learning, il y a notamment les modèles qu'on connaît, comme GPT, qui sont ce qu'on appelle des LLM, des Large Language Models. Son nom explique assez bien ce que c'est. Ce sont des modèles de langage et très très larges. C'est-à-dire qu'on a entraîné ces modèles sur énormément de textes pour qu'ils puissent comprendre les liens qu'il y a entre les mots. Et en faisant ça, on a ce qu'on connaît maintenant sous le nom de ChatGPT, par exemple, qui permet, en lui envoyant une instruction, de générer un texte. Alors, si on passe... Voilà, donc justement, qu'est-ce qu'on connaît comme type de LLM? On connaît GPT, fait par OpenAI, on connaît Mistral, il y a aussi Claude d'Anthropic, il y a aussi Llama de Meta. Il y en a plein d'autres, mais ça, c'est les plus connus. Voilà. Sûrement ceux que vous connaissez. D'ailleurs, petite anecdote, il faut faire la différence entre ChatGPT et GPT. GPT, c'est le modèle, et ChatGPT, c'est le logiciel, l'application, qui permet d'envoyer des messages à GPT, et GPT qui répond. Il y a une distinction entre l'application, ChatGPT, et le modèle. Et dans les LLM et dans les LMS, c'est important puisque dans les LMS, on ne se connecte pas à ChatGPT. On se connecte à un modèle. Et en fait, la gestion des messages va être intégrée, ou des échanges de messages va être intégrée directement dans le LMS. Alors, comment ça marche ces modèles? Sans rentrer dans le détail, on lui envoie un prompt. Donc, on lui envoie un prompt en français, une instruction. On lui envoie une instruction textuelle. Et ce modèle va faire un parcours statistique dans plusieurs paramètres. Et à la fin, il va générer une suite probable de mots qui va former un texte cohérent et qui est en lien avec cette instruction. Alors, donc là, j'ai pris le cas un peu classique texte. Bien sûr, on peut aussi faire un texte et avoir une génération d'une image. On peut faire un texte et avoir une génération d'une vidéo. On peut aussi en lui envoyer une image plus un texte qui nous génère une nouvelle image. Voilà. Il y a plusieurs types d'entrée-sortie. Mais en vrai, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire une instruction, et ensuite, ça va, basé sur cette instruction, essayer de trouver la suite logique à cette instruction et créer du coup un texte ou une image. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'IA générative. C'est parce qu'on a l'impression que ça génère un texte ou ça génère une image. En vrai, ça ne génère rien. C'est juste un parcours statistique, une prédiction des prochains mots qui suivent le prompt ou des prochains pixels dans le cas d'une image. Hop, je me trompe de bouton. Voilà. Donc, quand on parle d'IA générative, la technologie derrière, c'est souvent, la plupart du temps, des LLM. Donc, c'est déjà ce qu'il faut identifier. Quand un fournisseur de LMS vous dit « Ah, ben, j'ai de l'IA générative », il faut dire « Ok, mais quel LLM ?» C'est d'en savoir un peu plus. Parce que selon la réponse, on va voir que c'est plus ou moins superficiel, plus ou moins intégré dans le LMS. Ensuite, donc on revient sur cette grosse famille d'intelligence artificielle, et vous voyez là, il y a un nouveau cercle à gauche, dans la partie machine learning, ce sont les moteurs de recommandation. Ça, c'est une autre catégorie d'IA qu'on retrouve souvent dans l'éducation et la formation. Donc, ces moteurs de recommandation, il en existe plusieurs types, plusieurs algorithmes. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. Collaboratif,
ça va être des recommandations qui sont basées sur ce que les autres utilisateurs ont fait. Les moteurs de recommandation plutôt contenus vont se baser sur des contenus similaires. Tiens, telle personne a regardé ce contenu-là, c'est notamment ce qu'on voit sur Netflix. Eh bien, comme il a bien aimé ce film, et comme ce film-là est aussi similaire, par exemple, c'est aussi un documentaire sur les animaux, eh bien, je vais lui recommander ce contenu similaire. Et ensuite, on a notamment les approches multivues, qui sont des approches un peu plus complexes, où on essaye de prendre en compte le contexte de l'utilisateur. Ça, c'est notamment assez important dans le domaine de l'éducation et de la formation, parce qu'il ne faut pas oublier que les moteurs de recommandation collaboratifs et de contenu ont été plutôt inventés pour le e-commerce ou la recommandation de visionnage de vidéos pour le loisir. Bien sûr, pour la formation et l'éducation, ce n'est pas la même chose. On veut comprendre les difficultés de l'apprenant et on ne veut pas forcément lui montrer le même cours. On ne veut pas qu'il fasse 10 fois le même cours. On veut par contre que si on a identifié qu'il a une difficulté sur un point spécifique, lui recommander le contenu, l'activité qui lui permettra de remédier à cette difficulté. Donc c'est une approche un peu différente. En gros, comment est-ce qu'ils marchent? Ces modèles ont tous besoin de données, mais au lieu que ce soit des instructions, là, ça va être plutôt des traces, ce que l'utilisateur a fait, les contenus qu'il a vus, les difficultés qu'il a. Donc tout ça, ce sont les traces. Les traces, ce sont toutes les activités que font un apprenant, par exemple, sur une plateforme, les précédents cours, les précédentes activités, les exercices auxquels il a répondu. Tout ça, ça doit être compilé, récupéré, et on va trier certaines traces qui sont pertinentes pour les envoyer au modèle, au moteur de recommandation, qui, lui, basé sur ces traces, va recommander la prochaine activité, le prochain contenu. Voilà. Donc, quand on parle moteur de recommandation, c'est ce qu'on a souvent derrière l'IA adaptative, adaptive learning, l'apprentissage personnalisé. Derrière, les modèles qui sont utilisés, ce sont des moteurs de recommandation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les termes à connaître, à pouvoir identifier. Ce qui se cache derrière IA générative, qui se cache derrière IA adaptative. Donc là, on a fait un petit résumé. Donc IA générative, on génère un texte à partir d'un prompt. Les modèles IA, ce sont ce qu'on appelle les LLM. Et les principaux LLM, c'est GPT, Claude, Mistral, Llama. Côté IA adaptative, on recommande une ressource à partir d'un historique, à partir de traces de l'utilisateur. Donc les modèles IA correspondants, ce sont ce qu'on appelle les moteurs de recommandation. Et on a des moteurs de type collaboratif, contenu, multivue. Voilà. Donc là, on va passer à la deuxième grande différenciation qu'il faut faire lorsque vous entendez parler d'IA. C'est est-ce que c'est superficiel ou est-ce que c'est vraiment une IA profonde, intégrée, pensée? Voilà. Est-ce que en fait, finalement, ça a été rajouté rapidement pour juste, d'un point de vue marketing, on puisse dire qu'il y a de l'IA, ou est-ce que non, ça fait partie d'une vraie stratégie de faire évoluer le produit? En plus, c'est un chemin. Actuellement, j'ai envie de dire, il n'y a personne qui, sur le marché, propose un LMS qui a de l'IA de bout en bout dans le LMS. C'est vraiment un chemin. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est lié aussi à des considérations de confidentialité, de souveraineté, de respect de la vie privée des données, qui sont en plus des sujets, avec la tension géopolitique actuelle, complexes. Et actuellement, il n'y a personne qui peut garantir ça. Mais l'idée, c'est quand même qu'on vous donne les outils pour comprendre finalement, est-ce que l'outil que vous utilisez ou que vous voulez acheter, à quel point dans quelle démarche il est par rapport à l'IA. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est la manière la plus simple, la plus superficielle de mettre de l'IA? En vrai, c'est de se connecter à GPT d'OpenAI. Donc, vous avez votre LMS. À un moment donné, il va y avoir une fonctionnalité où vous pouvez cliquer, mettre un texte, mais ce texte sort, donc ce prompt va sortir de votre LMS, on va l'envoyer à un serveur d'OpenAI sur lequel il y a le modèle GPT, et il va
le transformer, c'est-à-dire prédire le texte qui est le plus probable suite à cette instruction, et le renvoyer dans votre LMS. Donc ça, c'est vraiment la manière la plus facile, j'ai envie de dire, d'intégrer de l'IA. À mon sens, c'est un peu osé de dire qu'on a intégré de l'IA si on fait que ça. Notamment parce qu'il faut avoir des considérations. Il faut avoir des considérations sur qu'est-ce qui sort du périmètre de mon organisation. Généralement, le LMS, il est dans votre organisation. Vous maîtrisez plus ou moins, après ça dépend des LMS que vous utilisez, mais vous pouvez choisir, par exemple, d'utiliser un LMS dont les données vont être hébergées en France, sur des serveurs français, sans extraterritorialité de l'accès aux données. Mais les serveurs d'OpenAI sont basés aux US. Donc là, vos données sortent. Donc déjà, d'un point de vue RGPD, il faut se poser des questions. D'un point de vue confidentialité, il faut se poser des questions. Ça marche si vous avez... Enfin, si le LMS, finalement, il génère des choses avec peu de risques, mais si ça commence à générer du risque, et en fait, il ne faut pas oublier que quand vous créez une formation, c'est quand même du savoir-faire que vous transmettez, donc ça peut être des choses où vous ne voulez pas que... vous voulez garder le contrôle, voilà, il faut se poser de suite la question de est-ce que cette intégration, elle me convient ou pas. Donc là, par exemple, je vous présente déjà une approche un peu plus profonde, un peu mieux pensée, qui va résoudre le même cas d'usage, c'est-à-dire mettre en place de l'IA générative dans mon LMS. Donc vous avez toujours votre LMS à gauche, là, vous voyez l'utilisateur, par exemple un formateur, va envoyer un prompt. Déjà, est-ce que ce prompt, il va interagir avec ce qu'on appelle un système prompt. Un système prompt, c'est un prompt qui a été défini par l'administrateur, et pour définir déjà un peu les limites. Déjà dire, attention, si l'utilisateur il demande des questions qui n'ont pas de rapport avec la formation, n'y répond pas. Ou alors, si, attention, il commence à parler de données personnelles ou confidentielles, ne transmet pas ça au modèle. Il y a aussi le concept de source de vérité. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aux réponses qui sont renvoyées par un LLM. Ça peut vous répondre n'importe quoi. Ça peut, ce qu'on dit souvent, c'est halluciner. Ça, déjà, ça marche. Enfin, il y a moins d'hallucinations si vous lui dites toutes les réponses se trouvent dans cette documentation ou dans cette FAQ. Donc ça, c'est déjà des choses à poser comme question à votre fournisseur LMS, à votre fournisseur LMS pour savoir est-ce que ça, c'est intégré dans le produit? Est-ce que je peux, moi, définir mon système prompt? Est-ce que je peux définir ma source de vérité? De manière à ce que, donc, voilà, on modifie le prompt, qui ensuite va être transmis, par exemple, à OpenAI, et qui ensuite va générer en boucle le texte et le renvoyer à l'utilisateur. Donc pareil, il faut se poser la question des limites. Qu'est-ce qui est dans mon organisation, qu'est-ce que je contrôle, et qu'est-ce qui sort de mon organisation et qui va interagir avec un système tiers. Une autre approche, c'est de carrément dire, non, moi je veux intégrer le LLM, je veux le contrôler. Alors il y a plusieurs manières de le faire, ça peut coûter d'ailleurs plus ou moins cher. Mais par exemple, il y a des modèles comme Mistral qui peuvent être déployés chez un fournisseur cloud que vous contrôlez. Et du coup, dans ce cas-là, vous contrôlez à peu près toute la boucle et vous êtes plus ou moins sûr que les données ne sortent pas. Donc, tous ces genres de questions, il faut vraiment se les poser. La notion de périmètre, de circulation des données, de confidentialité, ça c'est très important à comprendre. Et un LMS qui intègre de l'IA, ce que moi j'appelle profonde, il doit vous proposer ces options-là, pour que vous ayez vraiment quelque chose qui vous convient. Voilà, donc là, après, on peut même aller plus loin, on peut avoir de l'IA générative, donc c'est la même partie là que vous voyez en haut, et puis vous pouvez aussi avoir connecté à ça de l'IA adaptative avec un moteur de recommandation. Donc là, ça va nécessiter par exemple déjà d'avoir un entrepôt de données, un entrepôt de traces. Ça va permettre de récupérer les traces, de les traiter pour qu'elles soient de bonne qualité, parce qu'une fois de plus, il n'y a pas d'IA,
pas de bonne IA sans sans données de qualité. Et donc, il faut faire ce traitement sur les traces avant de l'envoyer au moteur de recommandation qui ensuite pourra faire la recommandation à votre utilisateur dans le LMS. Voilà. Donc là, on vous a préparé une petite checklist. Je sais que ça fait pas mal de termes quand même à intégrer, mais on vous a préparé une checklist que vous pourrez télécharger. C'est une checklist assez simple en 5 questions. Chaque fois que vous répondez oui, ça marque un point. Si on répond non à toutes ces questions, eh bien, il faut se dire que même s'il y a marqué qu'il y a de l'IA, ben, il n'y en a pas. Ou alors c'est que marketing. Et si vous répondez à 5, c'est que là, vraiment, on a une intégration assez profonde de l'IA. Donc, ça demande d'identifier clairement qui est le type et le fournisseur de LLM. Sachant que moi, je ne connais pas beaucoup, enfin, il y en a peut-être certains, mais la plupart n'ont pas leur propre LLM, hein, donc ils vont passer par un LLM tiers. Donc voilà, ça c'est important à poser comme question. Est-ce qu'il y a un système prompt? Est-ce qu'il y a une source de vérité? Est-ce que c'est un système est-ce que le système adaptatif, c'est un moteur de recommandation ou c'est juste un arbre? Parce qu'on peut avoir des systèmes adaptatifs où en fait c'est juste un arbre de parcours. Ce qui d'ailleurs, dans certains cas, marche très bien. Hein. Et puis d'ailleurs, sur ces genres de systèmes, on a plus de contrôle. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est IA, on accepte quand même que le modèle il fasse certains choix pour nous, qui ne sont pas forcément contrôlés. On pourra en parler s'il y en a qui veulent qu'on rentre dans ce sujet, mais il ne faut pas faire confiance aveugle à n'importe quel modèle, que ce soit des LLM ou que ce soit des moteurs de recommandation. Et ensuite, est-ce qu'il y a un entrepôt de données où les données vont être standardisées, stockées correctement pour pouvoir ensuite être utilisées et donc donner vraiment une IA de qualité parce qu'on a des données de qualité. Voilà. Allez, avant de rentrer dans la démo, le dernier petit point théorique sur la partie des agents IA que vous avez sûrement entendu parler. Et juste 2 secondes. Vous trouverez cette checklist directement dans les ressources du document, dans les ressources du webinaire. Donc sur l'onglet au milieu à droite. Voilà, effectivement. Merci Lauriane. Pas hésiter à le télécharger. Donc voilà, donc parlons maintenant un peu des agents IA. Vous en avez peut-être entendu parler. On se dit, ok, c'est encore un truc, encore un nouveau truc, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, en vrai, les agents IA, c'est quand même une simplification de ces systèmes. Vous avez vu, ça fait des schémas que je vous ai montrés, on peut les faire de plus en plus compliqués. Et ça peut devenir encore plus compliqué si on a plusieurs LLM, plusieurs moteurs de recommandation selon que ça soit une recommandation au niveau du cours, une recommandation à l'intérieur d'une activité, une recommandation d'une ressource. Voilà, donc on peut avoir plein finalement d'IA, et c'est un peu ça, une vraie intégration IA profonde, c'est-à-dire qu'on va utiliser la bonne IA, donc le bon outil, pour le bon job. Voilà. Et ben, les agents IA, ça permet de faciliter ça. Donc, qu'est-ce que c'est les agents IA? Eh bien, finalement, au lieu d'avoir une construction qui va être très rigide, on va avoir certains modèles qu'on appelle les agents IA, qui eux sont entraînés et ou conçus pour interagir avec plusieurs sources de données. Donc, ce que vous voyez sur la partie gauche, les LMS, vos sources de vérité, vos entrepôts de traces, voire même des données ACRH, et qui va aller chercher le bon outil. Ah ben tiens, là, c'est plutôt une tâche d'IA générative, je vais aller chercher le LLM Mistral. Ah là, non, c'est plutôt de la recommandation, je vais utiliser un moteur de recommandation. Voire même, les agents IA peuvent aussi interagir avec des systèmes qui ne sont pas des IA, interagir avec des systèmes basiques. C'est notamment le cas, il y a beaucoup de gens qui ont rigolé quand on pose la question de 3 plus 2 à ChatGPT qui ne sait pas répondre. Eh bien, un agent IA, il va comprendre que, attention, je ne vais pas appeler un LLM pour répondre à cette question parce que déjà, ça coûte trop cher d'un point de vue coût et environnemental pour répondre à cette question. Et en plus, vaut mieux que j'appelle juste une cellule de calcul ou une calculatrice pour faire cette tâche. Ça va être plus rapide, ça va être plus fiable. Et voilà. Et donc, l'agent IA, il sait faire ce tri, en gros,
qu'est-ce que j'appelle, où je vais chercher la donnée, où je vais chercher l'IA ou le système, le logiciel qui va pouvoir répondre à mon besoin. Voilà. C'est un petit peu ça, les agents. Et ça va beaucoup révolutionner les LMS. Eh bien, on va passer maintenant un peu à la partie pratique. Donc, décrire un petit peu qui on est. Donc, nous, Inokufu, donc entreprise spécialisée donc, dans ces questions-là. Et en particulier, depuis l'année dernière, on supporte le déploiement de Totara. Donc, on est partenaire Totara. Totara, c'est un LMS qui est très connu, très développé, en particulier à l'étranger, qui était encore peu présent en France. Et nous, on a cherché, du coup, on cherchait un LMS pour y intégrer justement de manière assez profonde nos systèmes IA. Et on a eu un très bon fit avec Totara parce que c'est vraiment une solution fantastique qui justement est très riche déjà en fonctionnalités classiques et qui a une architecture open source, ouverte, interopérable qui permet d'y brancher une IA, enfin plusieurs IA et d'avoir une approche vraiment intégrée. Donc, on va vous présenter justement dans ce Totara comment l'IA est intégrée. Donc, Totara, c'est vraiment une plateforme, comme je disais, voilà, flexible, qui est déjà utilisée par des millions de personnes dans le monde, qui comporte toutes les fonctionnalités, que ce soit classique, e-learning en autonomie asynchrone, du collaboratif, voire même du présentiel. Bien sûr, en présentiel, l'activité pédagogique ne se fait pas sur Totara, mais Totara peut gérer les inscriptions à un atelier, à une formation qui, elle, va se passer en présentiel, récupérer les feuilles d'émargement, ainsi de suite. Donc, d'automatiser beaucoup de choses. C'est aussi une plateforme qui est très customisable et évolutive. C'est pour ça que nous, on a choisi de travailler avec elle, qui se place aussi d'un point de vue prix de manière très compétitive. Et pourquoi ? Parce qu'il y a tout un réseau de partenaires, un petit peu comme l'écosystème Moodle, tout un réseau de partenaires dans le monde qui travaillent et qui développent des fonctionnalités pour ce LMS. Voilà. Voilà, quelques chiffres sur la répartition, donc déjà utilisé par plus de 1500 organisations dans le monde, des millions d'utilisateurs, disponibles dans plusieurs langues, et tout un réseau de partenaires qui, dans chaque pays, va supporter en langue locale le LMS. Voilà. Et là, je passe la parole maintenant à Lauriane, qui va vous faire un exemple, un petit tour d'horizon des différentes fonctionnalités, différents usages de l'IA dans le LMS Totara. Merci Matt. N'oubliez pas de poser vos questions dans la conversation, comme ça on pourra y répondre juste après. Donc maintenant qu'on a bien compris la théorie, on va pouvoir passer à la pratique. Tout d'abord, je me suis connectée en tant qu'étudiant. Donc l'IA, c'est pour les formateurs, mais il y a aussi une partie visible pour les apprenants. Donc là, je suis un apprenant sur mon dashboard et je peux directement voir un assistant IA. Je peux lui demander ce que je veux. Où puis-je trouver mes ressources? Et donc, il va me répondre en fonction soit de ce qu'un administrateur... Ah, voilà, j'ai pas la démonstration n'a pas fonctionné. Mais soit ce qu'un administrateur aura prédéfini, soit ce que l'IA va chercher directement. Hop. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Il fallait que je recharge ma page. Donc, je peux retrouver mes ressources dans l'espace « Mes ressources » de mon profil. Très bien. Et je veux lui poser tout type de questions. Si je continue sur mon dashboard, je peux trouver un espace recommandé pour vous. Cet espace, ça va être de l'IA adaptative. Donc, je reprends les termes que Matt a utilisés juste avant. Cet espace recommandé pour vous va chercher toutes les ressources que les autres utilisateurs ont visionnées, qui seront similaires à ce que moi j'ai visionné. Donc, si je suis habituée à regarder quelque chose qui est en lien avec les mots de passe et que mes collègues regardent la même chose, mais en plus regardent
la ressource, qu'est-ce qu'une compétence, eh bien, on va me la conseiller plus facilement. Donc ça, c'est de l'adaptative, étant donné qu'il y a un moteur de recommandation derrière. Donc, si ensuite je vais dans mon cours, enfin, je peux utiliser le LMS de manière totalement classique. Sur cet aspect-là, il n'y a rien qui change. Voilà, je fais une activité. Donc, sur cet aspect LMS, on conserve les mêmes capacités. Pour continuer avec l'IA, je peux consulter une ressource et avoir un onglet associé. Cet aspect associé, là, ça ne va pas regarder les ressources des autres personnes, des collègues pour me proposer plus ou moins la même chose. Là, ça va consulter toutes les ressources et me proposer du contenu qui est similaire. Donc, créer un mot de passe sécurisé, on pourrait avoir un lien avec des mails malveillants, comment installer un antivirus, pourquoi un antivirus ne sert à rien, et des 19 types d'attaques de phishing. Donc là, c'est également de l'IA adaptative, étant donné qu'il y a un moteur de recommandation derrière. Je peux faire la même chose pour les activités, pour les cours. Le principe est le même, c'est une recherche de similarité sur tout ça. Il y a une recherche de similarité là dans les ressources, avant dans les contenus qui ont été regardés par les autres, par mes pairs. Et on peut aussi analyser les traces des apprenants. Comme l'a dit Matt juste avant, il y a aussi tout cet aspect traces et donc entrepôt de traces. Et je vais changer mon écran pour vous montrer. Donc, on ne va pas aller dans les détails de l'entrepôt de traces, mais globalement, ça se représente de cette manière-là, où je peux encore avoir un détail plus grand, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, dans cet entrepôt de traces, on va avoir tout ce que l'apprenant, formateur, toute personne qui va se connecter à la plateforme, dès qu'il y a un clic, ça va nous envoyer une trace. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais on aura la personne qui a fait quelque chose et où est-ce qu'elle l'a fait. Donc, par exemple, a complété une activité, s'est enregistré à un cours, etc., etc. Et on peut avoir le détail de ce qu'il a répondu, de ce qu'il aurait dû répondre, de quelle note il a et si la personne a réussi son activité ou non. Donc, si on détermine qu'il n'a pas réussi son activité, derrière ça, l'IA pourra l'analyser pour lui proposer des ressources complémentaires ou proposer de demander à un professeur un complément, etc. Mais donc de mettre une action en place. De même, sur l'aspect formateur, il y a de l'IA. Donc là, je suis connectée sur la même plateforme, mais en tant que formateur. Donc, on peut voir déjà que la plateforme s'est adaptée à mon profil. J'ai un autre dashboard avec tous les indicateurs de mes étudiants, mais ce n'est pas le sujet. Si je vais dans la partie catalogue et que je veux réaliser un cours, donc introduction au chariot élévateur pour l'exemple, que je veux réaliser une introduction de ce cours, je vais ajouter une page qui sera mon introduction. Et on peut voir que dans ma boîte d'éditeur de texte, on peut voir les trois petites étoiles qui sont caractéristiques d'une génération IA. Sur celle-ci, je peux avoir un résumé, générer quelque chose, du texte, ou générer une image. On pourra voir juste après, dans le détail, où est-ce que ces IA vont se fournir. Mais donc là, je peux générer mon texte. Donc, disons que je veux générer en 3 points une introduction au CACES. La génération par IA peut prendre parfois beaucoup de temps. Bon, là, c'est une introduction, donc c'est plutôt rapide, mais il ne faut pas être étonné parfois que l'IA prend du temps pour générer
un texte ou une image. Donc là, on peut voir, je suis satisfaite. Donc je suis un formateur, je vérifie toujours ce que l'IA a produit parce que c'est moi qui suis quand même responsable de ma formation. Donc là, ça me convient, je l'insère. Comme je dois faire un résumé dans la description au-dessus, je ne vais pas m'embêter, je vais copier dans la description, je vais faire le résumé, je vais coller ce que je viens de produire et l'assistant va me générer un résumé du texte qui a été produit. Ça me convient, je l'insère. Je vais faire la même chose avec une image qui va prendre un peu plus de temps parce que c'est une image. Donc si ça prend trop de temps, je vais passer, mais donc là, en attendant, je vais regarder de manière plus technique du côté administratif où dans mes paramètres d'administration, je peux voir le détail de mon intelligence artificielle. Donc, plus exactement, ce que Matt a appelé le système prompt. Donc là, on peut voir que nous, on utilise OpenAI avec tous mes indicateurs, tous mes paramètres. Et à chaque fois, j'ai des systèmes prompts où je peux modifier ce dont j'ai envie. Donc là, je veux que la personne réponde avec la langue d'origine de la requête, quel est le cadre que je veux. Je peux aussi lui dire de ne pas répondre, comme Matt l'a dit, à certaines questions, ou bien justement définir des questions qui sont majoritairement posées et donc moi, paramétrer en fonction de mon entreprise les réponses. Pareil pour l'image de génération. Donc là, on peut voir que vraiment tout est paramétrable en fonction de mes besoins et des besoins de mes étudiants. Idem pour la première assistant IA où je lui ai demandé où est-ce qu'étaient mes ressources. Ça, je peux le paramétrer, marquer que lorsqu'une personne me demande où sont les ressources, lui indiquer que c'est dans la bibliothèque, ou s'il me demande, qui appeler, si j'ai un problème, je peux marquer directement mon mail, comme réponse et ainsi, c'est ce qui va tout le temps lui répondre alors que, initialement, il n'aurait pas répondu, mon mail à moi. Donc en attendant, l'IA a travaillé et m'a généré une superbe image qui me convient et qui, on peut le voir, a déjà une description de l'image alternative, ce qui peut aider, en termes de RGA, toutes les recommandations qui viennent d'être, décidées il n'y a pas très longtemps et imposées plutôt, tout cela est respecté, mais ce n'est pas forcément le thème d'aujourd'hui. Donc voilà, ça me convient, j'enregistre et j'affiche et j'ai donc ma première page d'introduction avec tout ce dont j'avais besoin. Donc ça, c'est de l'IA générative parce que je viens de générer un texte. Ce n'est pas un système de recommandation qui m'a recommandé ce texte, c'est vraiment de la génération. Donc un appel à GPT, idem pour le résumé et pour l'image. Maintenant, ce que je peux faire, c'est également générer tout mon cours. Là, j'avais une idée d'avoir une introduction parce que je connaissais déjà mon cours. Mais il y a aussi des outils qui permettent de générer l'entièreté d'un cours. Donc, par exemple, l'outil EdTech qui nous permet de faire ça. Donc, on a déjà généré un cours, donc je ne vais pas forcément le faire maintenant. On peut tout paramétrer, le titre, le sujet. Donc ça, c'est les éléments que moi, j'ai renseignés. Je veux que ce soit l'objectif de formation pour un niveau débutant, le public qui est concerné. Et l'outil IA m'a permis de générer toutes les thématiques, le résumé, l'objectif et à générer aussi un cours au format Totara, donc au format H5P, étant donné que c'est un outil qui est très interactif. Donc, par exemple, pour ce cours-là qui a été généré, on l'a déjà mis sur la plateforme Totara. Je vais l'ouvrir directement. Donc voilà, après là, on peut l'afficher sous différents formats, mais voilà.
j'ai le cours. Non, j'avais le cours ici. Bon. Si je recharge. Bon, peut-être parce que je suis dessus. Bon, eh bien, on peut mettre ici le cours sous format, H5P. Sinon, il y avait l'autre 5G. Donc c'est le nom, du cours sous ce format-là. Bon, il doit y avoir, un lien. J'ai sûrement, pas, enregistré le cours, mais en tout cas, on peut très facilement le bifurquer de l'outil, de génération H5P à l'outil de visualisation du cours. Et donc si je reprends la checklist qui a été présentée par Matt juste avant, est-ce que finalement cette plateforme a de l'IA ou non? Ça va pas trop être une surprise, j'imagine, pour vous. Est-ce que le type et le fournisseur de LLM sont clairement identifiés? Oui, on vient de voir que c'était, majoritairement, GPT. Est-ce qu'on peut configurer un système prompt pour le LLM? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut configurer une source de vérité pour le LLM de la même manière, sur la même page? Est-ce que le système adaptatif utilise un moteur de recommandation? Oui, pour les ressources, les cours, activités. Est-ce que les données de trace sont standardisées et stockées dans un entrepôt de données? La même réponse, oui. J'ai un total de 5 sur 5. Je suis donc dans de l'IA profonde. Donc voilà pour la démonstration de Totara. Top, merci Lauriane. On a du coup déjà, je regarde un petit peu dans le chat, quelques questions très intéressantes. Donc on va essayer d'y répondre. Donc une question de Gaël, assez intéressante sur l'aspect énergivore des IA et comment est-ce qu'on peut les classer et bien sûr d'utiliser une IA la moins énergivore possible en fonction de la tâche. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît de mieux en mieux. Alors, il y a deux aspects en particulier donc dans les IA type LLM. Il y a la partie entraînement, donc c'est l'énergie qu'on va dépenser pour entraîner le modèle. Et ça, de manière générale, c'est toujours très énergivore, entraîner un modèle. Même si de plus en plus, il se développe ce qu'on appelle les SLM, les Small Language Models, qui sont des modèles de langage plus petits, mais qui vont être adaptés à une tâche donnée, et donc qui vont être moins énergivores à entraîner. Et après, donc, il y a l'aspect aussi, on va dire, utilisation de ce modèle, une fois qu'il est entraîné. À quel point il est énergivore ou pas. Alors, c'est un peu pareil, hein, plus ce modèle est gros, plus ça va nécessiter de l'énergie, plus il est petit, moins ça va en nécessiter. Il y a totalement, et c'est un peu la tendance pour moi de fond, actuellement, en fait, on est parti sur, c'est vraiment ce qu'a fait de toute façon le succès d'OpenAI, ils sont partis sur aucune limite. On fait le plus d'entraînement possible, et on verra bien ce que ça donne. Et en fait, en vrai, ils ont quand même passé un seuil, parce qu'il faut voir que l'ancêtre de GPT, c'était BERT, c'était un modèle qui avait été développé par Google. Et GPT, donc pour l'anecdote, son premier entraînement, ça se chiffre en plusieurs millions d'euros. Juste le coût des serveurs pour entraîner le modèle. Alors que BERT, son ancêtre, il était autour de 50 000 $. Donc, vous avez vu, il y a un ordre de grandeur assez important. Mais en faisant ça, vraiment, on arrivait à ces modèles qui donnent cette impression d'avoir des discours cohérents. Donc en fait, on est un peu parti à l'extrême, et là, maintenant, on est en train de revenir vers les SLM, des choses qui coûtent moins cher et qu'on maîtrise mieux. Après, il y a aussi du coup de savoir quel est le fournisseur cloud qui fait tourner ces modèles. Par exemple, nous, on recommande beaucoup Scaleway parce que c'est un fournisseur qui peut garantir que ces serveurs sont avec des systèmes, par exemple, de refroidissement adiabatique, c'est-à-dire des systèmes de refroidissement qui sont optimisés, qui sont pas, par exemple, avec des systèmes de clim, qui sont vraiment les pires systèmes pour refroidir un serveur. On peut avoir des systèmes de refroidissement à l'eau, voire des systèmes de refroidissement plus perfectionnés.
qui du coup diminue l'impact environnemental de l'énergie, notamment du refroidissement des serveurs. Donc ça, ce sont des aspects où il y a des solutions. Il y a des solutions. Si ça vous intéresse, posez la question à votre fournisseur de LMS, demandez-lui où est-ce que c'est hébergé, chez qui, est-ce qu'il y a des garanties environnementales, est-ce que le modèle va être adapté. Vous l'avez vu, hein, là, pour la démo, on vous a montré beaucoup OpenAI et ChatGPT, enfin GPT, pardon. Je fais moi-même le lapsus. Mais en fait, les modèles, on peut les choisir. Et il faut savoir que là, actuellement, on est dans les modèles GPT-4, 4o. Les modèles d'ancienne génération, GPT-3, 3.5 ou 3o, sont quand même très efficaces sur des tâches assez basiques et simples. Il ne faut pas forcément toujours prendre le dernier modèle. Il faut prendre peut-être des modèles plus petits, qui ont été au fil du temps quand même améliorés, hein, parce qu'un 3.5 ou un 3o de maintenant, ça n'a rien à voir par rapport au 3.5 qui a fait le succès en novembre 2022 de ChatGPT. Donc il y a cette réflexion à avoir. Il faut demander à ce que vous ayez la main sur, alors, pas forcément le fournisseur, hein, parce que des fois il y a des partenariats qui se font, qui fait que le fournisseur est un peu fermé, mais au moins, parce que c'est le cas, chez chaque fournisseur, maintenant ils ont une gamme de modèles. Il ne faut pas utiliser c'est un peu, pas toujours utiliser un marteau-piqueur, quoi. Des fois, on peut utiliser un marteau et ça suffit, quoi. Voilà. Mais c'est en tout cas une question sur laquelle il y a beaucoup de choses qui avancent. Une autre question de Élise. Est-ce qu'on peut se fier aux réponses des IA en utilisant nos propres documents, par exemple? Alors voilà, effectivement, ça c'est très important. En particulier quand on parle de LLM, il faut voir qu'un LLM, c'est ce qu'on appelle non déterministe, c'est-à-dire que ça ne donne pas un résultat déterminé. Vous pouvez poser 100 fois la question à ChatGPT, il va vous répondre peut-être 90 fois au milieu, 5 fois à gauche, 5 fois à droite. Et si vous voulez qu'il réponde toujours au milieu, là, il n'y a pas de garantie. Donc, pour qu'il réponde dans le cadre que vous l'avez défini, il faut deux choses. Un système prompt qui va cadrer déjà ce à quoi il peut répondre ou pas, comment il va répondre. Et ensuite, la source de vérité. Donc la source de vérité, c'est de dire les réponses, tu ne vas pas les inventer, tu ne vas pas les halluciner, tu ne vas pas les chercher sur Internet, tu vas les chercher dans ce document-là. Et si la réponse, elle n'y est pas, tu dis « je n'ai pas la réponse ». Ça, c'est très important. Sinon, ça, c'est la meilleure manière que vous ayez des gens en plus qui aiment s'amuser à pousser les limites, et vous allez avoir des choses, voilà, c'est tout ce qui s'est passé lorsque, il y a 5 ans, il y a eu les premiers modèles de Microsoft ou de Google qui ont été mis en ligne, et puis de suite, en 5 minutes, ils avaient des propos racistes, voilà, parce qu'il n'y avait pas ces cadres. Donc ça, et surtout, il faut que vous ayez la main. Il ne faut pas juste faire confiance à votre fournisseur de LMS qui va vous dire « ouais, moi j'ai mis un cadre ». Parce que son cadre, c'est peut-être pas le même que vous. Donc voilà, ça c'est important. Parcours les questions, parce que je vois qu'on est bientôt à la fin. Donc une autre question de Élise. Donc si on passe par OpenAI, il y a forcément un risque pour les données utilisateurs. Alors effectivement, il y a aussi la notion de risque sur les données. Donc pour l'entreprise, c'est surtout confidentialité. Pas que mes secrets de fabrication, de formation, ils soient dans la nature, ils ne soient pas maîtrisés. Et aussi risque RGPD, puisque notamment, toutes ces données dans l'éducation, la formation, on envoie forcément des données qui sont à caractère personnel. C'est pour ça que, par exemple, nous, on recommande qu'il y ait un entrepôt de données, parce que qui dit entrepôt de données dit respect d'une norme. Je rentre un peu dans la technique, le gros mot, c'est la norme, c'est XAPI, mais voilà, et puis il y a cette norme, et puis aussi les bonnes pratiques. Donc, il faut vraiment poser ces questions. Est-ce que les données sont stockées dans un LRS au format XAPI? Est-ce qu'il y a une anonymisation ou une pseudonymisation de ces données avant qu'elles soient transmises dans un système tiers? Voilà. Après, par exemple, si vous utilisez OpenAI, moi, je ne vous recommande pas d'utiliser OpenAI si vous avez vraiment des problèmes de confidentialité, et voire même, point de vue RGPD,
faut vraiment limiter, c'est-à-dire déjà, il faut demander le consentement aux utilisateurs et leur dire clairement, attention, quand vous allez interagir avec certaines fonctionnalités du LMS, eh bien, ça va sortir du LMS. Donc, ça va aller, par exemple, chez OpenAI. Donc, il faut que les gens ils le sachent. Il faut qu'il y ait leur consentement. Après, il y a des alternatives. Ces alternatives, le défaut, c'est qu'elles ont un coût, mais c'est de pouvoir avoir ses propres... alors, soit d'avoir des modèles qui sont déployés sur un serveur cloud que vous maîtrisez. Donc, reste après la question du fournisseur cloud. Si c'est chez Scaleway, c'est une entreprise française sur des serveurs en France, vous êtes carré par rapport au RGPD et extraterritorialité. Si c'est AWS et si c'est stocké chez des serveurs français, vous êtes OK d'un point de vue RGPD, mais vous n'êtes pas OK d'un point de vue extraterritorialité. Extraterritorialité, je rappelle, c'est la capacité du gouvernement américain à accéder aux données de n'importe quel client, utilisateur d'une entreprise américaine. AWS, Amazon, c'est une entreprise américaine. Si les Américains ils veulent accéder aux données de votre entreprise qui fabrique, je dis n'importe quoi, des turbines pour l'industrie du nucléaire, si c'est stocké chez AWS, potentiellement, il peut y avoir cette faille. Donc ça, c'est vraiment des questions à avoir en tête et à aborder. Allez, peut-être une dernière question, parce que je vois que là, on est en limite de temps. L'IA adaptative que vous présentez semble différente de l'adaptative learning. Effectivement, donc l'IA adaptative, ça veut dire plein de choses. Même adaptative learning, en fait, ça veut dire plein de choses. Donc là, ce qu'on vous a montré, on a de l'adaptatif qui recommande contenu, ressources. Si vous voulez faire de l'adaptatif au sein d'un parcours, au sein d'un enchaînement d'activités, donc en fait, recommander à certains utilisateurs d'activités ou pas, c'est aussi de l'IA adaptative, c'est aussi derrière des moteurs de recommandation. En gros, les modèles sont un peu similaires, mais les objets qui sont recommandés et les raisons, c'est-à-dire le traitement des données de traces qu'on va faire, sont différents. Mais d'un point de vue technologie, c'est la même famille. Voilà. On déborde un petit peu, mais j'espère qu'on a répondu à vos questions. Alors, on a un prochain live, prochain webinaire qui arrive en août, où justement on creusera l'utilisation de l'IA dans l'outil auteur ETHEC AI qu'a présenté Lauriane, qui permet de faire vraiment des choses assez avancées en IA générative, et qui eux-mêmes d'ailleurs utilisent plusieurs LLM, dont leur propre LLM déployé chez eux, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de confidentialité lorsque vous créez vos cours avec leur outil. Et puis j'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos interrogations. N'hésitez pas à nous envoyer un message, à nous contacter. Et voilà. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée.